Comment promouvoir les exportations au Mali? La question est au cœur d'une journée d'information et de plaidoyer, un espace d'échange consacré à la recherche de financement du plan d'action de la stratégie nationale de développement des exportations du Mali. La presse et la justice conjuguent leurs efforts pour lutter contre la mauvaise gouvernance. C'est à la faveur de la 3e journée d'échange presse et justice autour du thème éthique et déontologie du magistrat, quel impact dans la lutte contre la corruption. Nous sommes vendredi 16 septembre 2022. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue et toutes nos excuses pour ce retard. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a lancé hier au CICB la Semaine nationale de la réconciliation, une doléance des Maliens lors de la conférence d'entente nationale tenue en 2019. À partir d'hier, jeudi 15 jusqu'au mercredi 21 septembre sont prévues des activités éducatives, sportives, socioculturelles et de communication sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif est de mobiliser toutes les filles et fils du Mali autour des idéaux de paix, de cohésion, du pardon et du vivre ensemble. La semaine ainsi lancée est désormais instituée au Mali et sera organisée chaque année du 15 au 21 septembre. Le thème de cette première édition est « Faisons de la diversité un atout de la cohésion pour la cohésion sociale au Mali ». Sira Batili nous fait revivre la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la réconciliation. La nécessité absolue pour les Maliennes et les Maliens de se donner la main pour faire ce pays, sinon pour refaire ce pays. Les autorités ont jugé bon, opportun, surtout de façon péremptoire, que l'ensemble des populations du Mali se donnent la main et conjuguent leurs efforts pour que le Mali puisse atteindre le niveau de crédit et de crédibilité auquel il a droit. Et je crois qu'aujourd'hui, le message du président a été encore davantage entendu. Nous avons salué l'initiative, salué également l'initiative du ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion, pour appeler toujours les Maliens à faire la paix, à se donner la main, parce que le Mali, nous devons le concevoir comme un Mali un et indivisible, mais un Mali de tout le monde. Cette réunion, on en a besoin une semaine par an pour que les Maliens se retrouvent d'une manière générale et se réconcilient. Parce que chaque fois qu'on se retrouve, chaque fois qu'on parle, on se rapproche davantage. Et le Mali étant un pays historique de grands empires, et c'est, en réalité, quand vous regardez tous ces empires datant, ont occupé le même espace que le Mali occupe aujourd'hui. Donc c'est les mêmes populations historiques et c'est les mêmes populations d'aujourd'hui contemporaines. Donc autant qu'on se retrouve, autant les problèmes vont se dissiper d'eux-mêmes. Vous pensez que les Maliens sont ensemble, ça se concrétise par quoi? Bon, moi je pense que les Maliens sont ensemble et ça se concrétise parce que depuis que les mouvements ont signé les accords, il n'y a jamais eu d'attaque entre le mouvement et l'État. Ce qu'il y a aujourd'hui comme insécurité, ce n'est pas les mouvements. Les mouvements ne causent pas d'insécurité à la République parce qu'ils sont partie intégrante et ils ont reconnu encore la République et son intégrité territoriale. Cette réconciliation, elle passe par quoi selon vous? La réconciliation passe d'abord par le pardon et c'est ce qu'on a demandé. Et nous sommes un peuple qui a toujours vécu en parfaite harmonie, en parfaite symbiose depuis la nuit des temps et depuis le temps des grands empires. Et par les vicissitudes de la vie, il y a eu des conflits qui sont nés et c'est normal parce que nous sommes dans un environnement aussi qui évolue. Donc des conflits qui sont nés entre frères, entre parents, entre villages, entre communautés qui autrefois avaient les meilleurs rapports du monde. Donc il s'agit aujourd'hui de retourner à ces valeurs-là, de dialogue, de communication, de pardon, de cohésion, de solidarité et de partage. Parce qu'on partageait tous les moments les plus beaux de la vie, les moments les plus durs de la vie, on les partageait en parfaite cohésion et en parfaite harmonie. Donc aujourd'hui, nous devrons aller à ces valeurs-là pour réconcilier le peuple malien, un peuple meurtri par plus d'une dizaine de conflits. Donc intercommunautaires, intracommunautaires, avec l'intérieur, avec l'extérieur. Donc si déjà à l'intérieur, nous-mêmes, nous, Maliens, nous nous pardonnons, nous nous donnons les mains, je pense que de l'extérieur, on ne pourra plus, en tout cas, créer des obstacles entre nous-mêmes. Cette semaine de la réconciliation est la bienvenue parce que ça appelle toutes les composantes
de la nation à se donner la main. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, sans aucune différenciation. Nous avons cette diversité culturelle qu'il faut respecter dans notre pays. Et cela passe par la paix. Si on dit paix, il faut qu'on se donne la main, qu'on se pardonne. Et depuis le début de la transition à maintenant, il y a eu cette cohésion sociale. Il y a eu cette cohésion interne des Maliens qui se lèvent d'une seule voix et qui disent que nous soutenons nos femmes. Parce que notre grand ennemi aujourd'hui, c'est le terrorisme. Si nous nous donnons la main à l'intérieur et à l'extérieur, ils seront combattus. Nous sommes de nature une société de pardon. Au vu de nos brassages culturels, les liens de cousinage à plaisanterie qui existent entre nous et aussi les liens de sang qui existent entre nos différentes ethnies. Au nom de tout cela, malgré la diversité culturelle, ethnique, nous sommes résolus derrière notre devise pour dire que nous sommes un peuple, un but, une foi. Donc le facteur de réconciliation, de façon innée, a été toujours un facteur dans la société malienne. Et nous devons tout simplement préserver ces facteurs et aussi les consolider à perpétuité. Et Dogon au sein d'une association, cela a quel sens? Le sens de pardon, le sens de l'union, de l'unité et de l'indivisibilité de nos communautés. Voilà, vous l'aurez compris, c'était là les différentes réactions recueillies au cours de la cérémonie. Revenons à présent sur le reportage du lancement de cette semaine nationale de la réconciliation, toujours avec Sera Badjili. L'appel de la nation Mali à ses fils pour la réconciliation, une semaine dédiée au vivre ensemble et à la cohésion sociale pour une paix durable. Le Mali en a fortement besoin pour faire face aux défis du moment et le ton est donné par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Concrétisation d'une doléance des Maliens lors de la conférence d'entente nationale en 2019. Et pour l'action, il faut une grande mobilisation et l'engagement de tout un chacun. L'objectif de ce grand élément consiste à mobiliser toutes les filles et tous les fils du Mali, de l'intérieur comme de l'extérieur, autour des idéaux de paix, de tolérance, de cohésion, de pardon, de vivre ensemble, de réconciliation et de devoir d'assistance mutuelle pour la stabilité de la nation malienne. Cette grande et vieille nation dont nous avons hérité de nos ancêtres, qui s'est construite au fil des ans et au prix de sacrifices, est le fruit de la rencontre entre plusieurs civilisations qui, à force de commerce, de guerre, d'alliances, ont fini par se retrouver autour des valeurs communes, d'institutions communes, de religions partagées, pour enfin bâtir une identité collective sans préjudice pour la particularité de chacune de ses composantes. Le ministre Ouagué de préciser que la préservation de la paix passe par le maintien du dialogue au quotidien. Les concertations sont prônées à ce niveau puisqu'elles permettent de régler les différends. Son intervention a été précédée de celle des familles fondatrices de Bamako par la voix de leur griot. Un appel à l'union sacrée autour de la patrie pour ne pas laisser la place à la division. Unis, nous sommes plus forts, une conviction rappelée par ces familles qui ont fait des bénédictions pour le Mali. À ceux qui sont tombés pour sauver la patrie, le président de la transition a consacré le préambule de son discours de lancement en faisant observer une minute de silence en leur mémoire. Un geste plein de sens qui donne la voix pour rappeler tout d'abord l'intérêt d'une telle cérémonie. La cérémonie qui nous réunit ce matin est, à plus d'un titre, une lueur d'espoir pour le Mali dans sa démarche courageuse pour la réconciliation et la paix. Depuis une décennie, notre pays traverse une crise multiforme marquée par des conflits fratricides et dévastateurs qui n'ont eu de cesse à opposer familles, communautés et individus dans nos terroirs. Au fil de ces conflits, le tissu social s'est progressivement fragilisé avec son corollaire de détérioration du vivre ensemble et du brassage culturel qui
qui ont toujours caractérisé le Mali, berceau des grands empires. Il revient à l'ensemble du peuple malien de s'investir particulièrement à développer l'esprit de pardon et de réconciliation en se focalisant sur ce qui nous rapproche plutôt sur ce qui nous éloigne les uns des autres. Cette volonté a été traduite par les dispositions de la loi d'entente nationale à partir de laquelle nous avons pris l'arrêté numéro 2021-5480 MRPCN-SG du 27 décembre 2021 fixant la semaine allant du 15 au 21 septembre de chaque année comme semaine de la réconciliation nationale. Un rendez-vous annuel donc qui mettra le pardon au cœur de nos relations, tel inscrit dans nos valeurs sociétales. La semaine de la réconciliation est une recherche de solutions à l'interne aux problèmes nationaux. Face à la flambée de la violence sur fond d'actions malsaines orchestrées par des aventuriers décidés à compromettre par la discorde la stabilité de notre pays, il reste évident que votre tâche est ardue. Ardue, dis-je, mais pas impossible. Il vous faut donc sans relâche envisager des solutions innovantes à même d'obtenir l'adhésion des communautés. Une semaine comme celle que nous lançons en ce moment est une aubaine pour chasser les démons de la division et de la terreur afin que germent les perspectives de développement, facteurs d'épanouissement collectif. C'est donc dire que la Semaine nationale de la réconciliation est celle de toutes les Maliennes et de tous les Maliens sans distinction de localité. C'est la raison essentielle pour laquelle elle doit rayonner sur tout le pays. Pour ce rayonnement, le président de la transition a adressé un message particulier au mouvement signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation. Je lance un appel solennel à nos frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le temps est venu de passer à l'union sacrée pour une nation et une armée refondée, bâtie sur la volonté commune de ses filles et fils de relever les défis qui sont les nôtres. Le temps est venu de faire le sacrifice des considérations subsidiaires au bénéfice de l'intérêt supérieur de nos populations et de notre patrie commune. Que chacun puise dans ses ressources les plus profondes afin d'avoir la force de pardonner aux autres à mesure de se faire pardonner. Car pardonner, c'est retrouver la paix intérieure. C'est tout simplement vivre en paix. Ensemble, nous ferons le Mali courant. Vive le Mali uni et prospère dans la paix. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Un espoir de refondation qui repose sur la réconciliation. La semaine du 15 au 21 septembre ainsi lancée sera marquée par des activités éducatives, sportives, socio-culturelles et celles de communication sur les questions de paix et de réconciliation. Les gouverneurs de région et les missions diplomatiques et consulaires mèneront des activités de leur choix selon le ministre de la Réconciliation, mais en lien avec le thème de cette première édition, à savoir « Faisons de la diversité » un atout pour la cohésion sociale au Mali. Le Premier ministre par intérim a, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, signé hier le livre de condoléances ouvert suite au décès de la reine Elisabeth II. C'était dans la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, ici, à Bamako. Le chef du gouvernement par intérim a salué la mémoire d'une femme d'État, selon ses mots, une dame profondément attachée à la résolution des problèmes du Royaume-Uni et des problèmes de l'Afrique. Mohamed Diarra. Les grandes douleurs sont muettes, disait le poète. Une triste réalité que vit aujourd'hui le Royaume-Uni avec la disparition de la reine Elisabeth II. Une douleur à laquelle compatit le peuple malien. Le Premier ministre, par intérim le colonel Abdoulaye Maïga, le cœur meurtri, arrive à la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne pour signer le livre de condoléances ouvert pour l'occasion. Cela dans un décor aux couleurs de photos de la souveraine et dans un silence de mort. Cette douloureuse circonstance, le gouvernement de la République du Mali, au nom du peuple malien, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, exprime ses condoléances les plus émues et sa profonde sympathie à Sa Majesté Charles III, au gouvernement ainsi qu'au peuple du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. L'humanité perd ainsi une icône de la paix et la stabilité. Le Mali retient de la reine ses qualités de femme d'État, œuvrant
inlassablement pour la stabilité et la prospérité du Royaume-Uni, ainsi que son attachement à la résolution des problèmes auxquels l'Afrique est confrontée. Tout au long de son règne, elle a joué un rôle crucial en tant que figure fédératrice hautement respectée et attachante. Les obsèques de la reine Elisabeth II sont prévues pour ce lundi 19 septembre. Les autorités maliennes entendent dépêcher une équipe pour corroborer les bonnes relations entre notre pays et le Royaume-Uni. Le colonel Abdoulaye Maïga était également sur le plateau de 20h. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a lu un communiqué relatif à l'arrestation et l'inculpation des 49 soldats ivoiriens illégalement entrés dans notre pays le 10 juillet dernier. Nous l'écoutons. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 38 du gouvernement de transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a suivi avec une très grande préoccupation et une profonde stupéfaction le communiqué du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire tenu le mercredi 14 septembre 2022 au sujet des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou le 10 juillet 2022 et contre lesquels la justice malienne a ouvert une procédure d'information judiciaire pour des faits graves touchant entre autres à la sécurité nationale et à la sûreté extérieure de l'État. Le gouvernement de la transition rappelle à l'opinion publique nationale et internationale que par communiqué numéro 034 du 11 juillet 2022, il a expliqué en détail les conditions illégales dans lesquelles ces forces étrangères, dont une trentaine de forces spéciales, sont arrivées au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation, tout en dissimulant les identités et leur profession réelle de militaires, ainsi que l'objet précis de leur présence sur le sol malien. En outre, contrairement à la déclaration des autorités ivoiriennes, la MINUSMA, officiellement saisie du statut de ces militaires par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avait clairement indiqué dans sa note verbale référencée MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 27 juillet 2022 que ces soldats ne faisaient pas partie des éléments nationaux de soutien. Par conséquent, aucune base légale ne saurait à présent justifier ni leur présence, encore moins leur mission au Mali. De même, le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu en audience le lundi 7 août 2022 le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. Ce dernier avait clairement indiqué qu'aucune agence allemande, encore moins le gouvernement, n'avait de lien contractuel avec les éléments ivoiriens arrêtés à l'aéroport. Par conséquent, son pays n'avait rien à voir, ni de près, ni de loin, avec ces personnes arrêtées. Malgré la gravité des faits qui entourent cette affaire, le Mali a bien voulu accompagner les efforts de médiation de la République togolaise, unique cadre de règlement du dossier des 49 mercenaires ivoiriens. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. En conséquence, le gouvernement de transition note avec une profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. En effet, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle lue par le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro.
le 3 septembre 2022 à Lomé en ces termes, je cite, « La Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. » Fin de citation. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète pour une dernière fois, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Animé d'une volonté d'adversité, le gouvernement ivoirien accuse le Mali d'avoir pris en otage les militaires ivoiriens en faisant fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne des 49 mercenaires ivoiriens. Le gouvernement de la transition souligne que c'est exclusivement en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a indiqué à la partie ivoirienne la nécessité de considérer la situation de certains Maliens objet de mandats d'arrêt internationaux. C'est cette attitude responsable du président de la transition qui a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes comme une prise d'otage. À la décision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDEAO, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Aussi, il indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Le gouvernement de la transition, tout en réitérant son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires de bon voisinage, précise que pour le respect de sa souveraineté, sa sécurité nationale et aux intérêts vitaux de son peuple, il ne cédera à aucun chantage ou intimidation. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Fait à Bamako le 15 septembre 2022. Merci de votre très aimable attention. À l'instant, le colonel Abdoulaye Maïga sur le plateau de 20h. Je le disais dans les titres, le financement du plan d'action de la stratégie nationale de développement des exportations du Mali était au centre d'une journée d'information et de plaidoyer organisée par l'Agence pour la promotion des exportations du Mali sous l'égide du ministère en charge du commerce. La cérémonie était présidée par le Premier ministre par intérim. Reportage à Luceni Touri. Face à l'imminence de l'entrée en vigueur de la ZLECA, la zone de libre-échange du continent africain, nos pays se doivent de mieux organiser leurs exportations afin de tirer le meilleur de cette belle opportunité. Le Mali s'est engagé depuis plusieurs années dans cette démarche, dont l'aboutissement est la mise en place d'une stratégie nationale de développement des exportations du Mali. La présente journée vise à informer les acteurs afin qu'ils s'approprient et plaident en faveur d'un financement de la dite stratégie. La balance commerciale du Mali est chroniquement déficitaire. En vue de réduire ce déficit de la balance commerciale et dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement du commerce, PNDC, l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, APEX Mali, sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce,
a sollicité l'appui technique du Centre international du commerce qui nous a permis d'élaborer avec l'implication des acteurs concernés par le commerce extérieur la feuille de route pour le développement des exportations du Mali. La mise en œuvre de la stratégie incombe au ministère en charge du commerce à travers son bras séculier qu'est l'APEX. Ainsi, sur 113 actions envisagées par le plan d'action 2022-2025, l'APEX a été impliquée dans 89, et cela en dépit du double contexte sécuritaire et sanitaire. L'élaboration de cet important outil de développement des exportations, faut-il le rappeler, s'inscrivait dans les orientations de la politique nationale de développement du commerce. L'objectif est de tirer profit de l'appartenance du Mali à plusieurs unions économiques, douanières, ainsi que des préférences commerciales mises en place par certains pays partenaires. C'est pourquoi le gouvernement du Mali, en approuvant la stratégie nationale de développement des exportations, entend surmonter les difficultés identifiées et les défis liés aux crises multidimensionnelles à l'effet d'offrir des opportunités nouvelles et de développer des filières à fort potentiel d'exportation. Le chef du département estime également qu'au regard des efforts ainsi fournis, les exportations connaîtront une véritable diversification et aboutiront à des avantages comparatifs significatifs sur le marché unique africain. Éthique et déontologie du magistrat, quel impact dans la lutte contre la corruption? Tel est le thème de la 3e journée d'échange presse et justice dont les travaux se sont déroulés hier à la Maison de la Presse. Dans les interventions, il ressort que la presse et la justice peuvent se donner la main dans la lutte contre la mauvaise gouvernance. Mamari Kouni. Le magistrat est l'un des acteurs clés de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. La presse aussi par son rôle de veille et de sentinelle. À travers cette 3e édition de la journée d'échange presse et justice, il s'agit de débattre de l'éthique et de la déontologie du magistrat dans la lutte contre la corruption. Le Canada, l'un des partenaires de cette journée, salue les efforts consentis par le gouvernement. Cette journée d'échange qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le projet d'appui développement de la justice au Mali, dont le but est de renforcer la crédibilité, l'efficacité, l'accessibilité de la justice pour l'ensemble de la population du Mali. La thématique centrale de cette 3e journée éthique et déontologie du magistrat, quel impact dans la lutte contre la corruption, est un sujet d'actualité et de préoccupation nationale, si l'on tient compte de la profondeur et de la complexité du phénomène de la corruption. L'échec des mesures qui ont été prises par les gouvernements successifs s'explique pour une large part par l'incohérence et l'inconstance des politiques publiques en la matière, ainsi que l'inefficacité et l'inadéquation du cadre juridique et institutionnel. À ces insuffisances, il faut ajouter l'inobservation des règles d'éthique et de déontologie dans la gestion des biens publics. Selon le ministre Kassogui, la lutte contre la corruption ne saurait être une réalité que lorsque les hommes chargés d'appliquer la loi exercent leurs fonctions dans la stricte observation des règles d'éthique et de déontologie qui encadrent cette profession. Il importe de rappeler que les détournements des deniers publics à flot, les missions de contrôle, d'inspection ou de vérification biaisées, les procédures judiciaires inefficaces, l'inexécution des décisions de justice en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, l'inapplication des textes en matière de sanctions disciplinaires ont fini par créer une certaine impunité et le sentiment d'impunité qu'il convient de combattre avec détermination et persévérance. Ce cadre d'échange est une initiative de la Maison de la Presse. Il vise à apporter une contribution positive à la réussite de la transition. La rencontre entre les acteurs de la justice et les acteurs des médias est une nécessité dans un pays à refonder. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons encore l'engagement de tout mettre en œuvre pour accompagner et les ministères de la Justice et l'ensemble des départements ministériels pour la réalisation des objectifs qui se sont fixés pour la réussite de cette transition. La communication du jour est faite par l'ancien ministre de la Justice et membre du CNT, Ameifoune Mahalmadan, avec comme modérateur Shahana Takiou, journaliste. Et c'est ce qui met un terme à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu.